Je voudrais vous parler du manuel d'histoire franco-allemand. Et c'est un projet fascinant. Et d'abord, quelques mots sur le contexte politique autour de la naissance de ce manuel franco-allemand. Le 23 janvier 2003, à Berlin, le Parlement franco-allemand des jeunes a proposé au chancelier fédéral Gerhard Schröder et au président français Jacques Chirac la réalisation d'un manuel d'histoire franco-allemand. Selon la proposition, on s'imaginait un manuel au contenu identique pour les deux pays, ayant pour mission d'approfondir la compréhension mutuelle. Les deux parties, la France et l'Allemagne, ont poursuivi cette proposition avec une confirmation par la conférence des ministres présidents allemands le 26 juin 2003 à Berlin. Cet accord a été confirmé encore une fois lors de la première rencontre des Länder, des Allemands et des régions françaises, le 27 et 28 octobre à Poitiers, en présence du Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et du chancelier Gerhard Schröder et du plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne chargé des affaires culturelles dans le cadre du traité sur la coopération franco-allemande, c'est un long titre, le ministre-président Peter Müller. Ensuite, la KMK, c'est la conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles de Länder, a souligné lors de sa réunion du 6 novembre 2003 la dimension politique du projet et a annoncé de soutenir l'autorisation pour l'emploi de ces manuels dans le cours en Allemagne. Un groupe de travail s'est constitué, un vrai groupe de pilotage bilatéral du manuel d'histoire franco-allemand, et il a été chargé de la réalisation de ce projet. 10 Français et 10 Allemands se sont penchés sur le programme scolaire. Le Conseil des ministres franco-allemands qui s'est tenu à Paris le 13 mai 2004 a réaffirmé la volonté commune de voir aboutir ce projet et il a précisé le mandat pour sa réalisation. Un peu plus tard, les éditions Nathan à Paris et Klepp à Stuttgart et respectivement à Leipzig se sont mis au travail. Ils ont constitué des groupes de travail avec des professeurs expérimentés de deux pays. Le grand défi, évidemment, c'était d'harmoniser les programmes des lycées en France et ceux de l'Oberstufe de 16 Länder. Le projet est piloté du côté français par Guillaume de Quintrec, il est alors directeur de collection, comme son collègue allemand. Le Quintrec est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire, professeur en classe préparatoire au lycée Fénelon à Paris. Son collègue allemand, directeur de collection aussi, Peter Geis, est professeur au lycée Friedrich Ebert à Bonn. C'est un lycée bilingue, d'ailleurs c'est aussi le lycée où j'ai passé mes 2 années de stage. Les Français ont rapidement découvert tous les problèmes et toutes les difficultés du fédéralisme allemand. Et Guillaume de Quintrec a bien raison de dire une fois que ce manuel franco-allemand est une machine pour unifier l'Allemagne, car il a conduit les 16 ministres de Länder d'autoriser un manuel d'histoire pour toute l'Allemagne, ce qui est déjà un événement tout à fait remarquable. Le Quintrec a aussi raison de souligner qu'il s'agit d'un travail très compliqué et bien sûr aussi d'un travail totalement inédit. En ce qui concerne le travail des auteurs, ce qui était moins difficile, c'était de développer et de porter des regards croisés sur les histoires nationales de deux pays, mais dans un contexte européen. Le plus grand défi, c'était d'harmoniser deux systèmes pédagogiques complètement différents. Les Français est habitué à travailler plus synthétiquement, tandis que son camarade allemand est habitué avec des questions, engager un débat ou prenez position. De toute façon, les auteurs n'ont pas voulu prendre parti pour l'un ou l'autre système pédagogique, mais ils ont essayé de refléter aussi ces différences dans le manuel. Par exemple, les pages regards croisés franco-allemands à la fin des chapitres en témoignent. Les dernières pages du chapitre proposent des sujets et des sources pour aller plus loin. Ici, les élèves trouvent des bibliographies, un grand nombre de sources, des liens internet, et qui résultent aussi des contributions des auteurs et parfois aussi des sujets qui, faute de place suffisante, n'ont pas pu être traités aussi largement comme les auteurs l'avaient souhaité. La rédaction même de chaque chapitre est confiée à un binôme d'auteurs, un auteur allemand et un auteur français, qui travaillaient en étroite collaboration sur chaque sujet et qui favorisent la confrontation
de deux points de vue et de perspective. Quelques mots sur la traduction. Un texte d'auteur a un nombre certain de mots, 300, parfois un peu plus. Et si vous comparez les deux éditions, vous verrez que la mise en page est rigoureusement identique. Les textes allemands sont certainement parfois un peu plus longs que les textes français, mais on a joué un peu peut-être sur la typographie et la mise en page est identique de deux versions. Regardons le résultat. Le troisième tome, c'est un manuel fort de presque 400 pages. Or, il n'est pas tout à fait exact de dire qu'il s'agit de manuel franco-allemand d'histoire. Ce qu'il y a de franco-allemand, c'est seulement l'origine de ce manuel. Ce sont les auteurs français, les auteurs allemands et l'éditeur allemand Klett de l'un côté et Nathan de l'autre. Or, il faut bien souligner que le manuel présente prioritairement une vue sur l'histoire européenne, en intégrant les thèmes les plus importants de l'histoire mondiale. On devrait donc dire qu'il s'agit bel et bien d'un manuel européen dont les sujets sont traités du double point de vue de l'Allemagne et de la France. On peut facilement saisir le concept de la structure de ce manuel. En ouvrant, vous découvrez le principe de la double page de présentation pour entrer dans le sujet. Ces pages confrontent souvent deux grands documents, une double page de cartes, une double page cours de documents, des doubles pages dossiers qui approfondissent les principaux thèmes du chapitre et à la fin du chapitre une double page révision. Enfin, les pages méthode révèlent comment les auteurs s'imaginent, comment les professeurs en France peuvent lier la didactique avec celle de leurs confrères allemands. La double page trouver et analyser un document archivé, dans le tome 2, page 74, ou rédiger une composition, aussi tome 2, page 208, en sont de bels exemples. Encore un mot pour la méthode. Les mythes historiques naissent et persistent le mieux dans le cadre des histoires nationales. Et dès qu'on change de perspective, et si l'on retire un sujet de son seul contexte national pour le replacer dans une perspective européenne, ou tout simplement dans la perspective du voisin, je pourrais prendre un exemple. On considère la Première Guerre mondiale et qui s'est essentiellement déroulée sur le territoire français avec ses pertes en vies humaines et les dégâts de toutes sortes. On saisit mieux et les élèves comprennent mieux les conditions du traité de Versailles. D'abord, le troisième tome est apparu. C'est lui qui présente les années de 1945 à nos jours, et l'an dernier, le tome 2 a été présenté. Il traite la période entre 1815, du Congrès de Vienne jusqu'à 1945. Et le premier tome, enfin, va paraître en 2010. Un retard dû, entre autres, au changement des programmes en France. Encore un dernier mot. Ce manuel commun voudrait contribuer à créer les bases d'une conscience historique commune chez les jeunes Allemands et Français, en vue du processus de l'unification européenne. Ce manuel met en lumière le développement historique commun et différent et facilite le changement de perspective. En plus, le manuel présente bien sûr les époques d'évolution commune, d'échange et de coopération, tout en accordant une large place aux conflits qui doivent faire comprendre aux jeunes l'importance de l'héritage historique et la nécessité d'une construction commune de l'avenir. Je vous remercie de votre attention.